merci. Donc, avant de rentrer dans le domaine de la space tech, j'étais dans le domaine des télécoms. Je passais 15 ans dans les télécoms. J'ai d'abord été dans une entreprise où j'ai monté un certain nombre d'activités. Je les ai montées en Amérique latine. J'ai monté ensuite aux US. Je me suis retrouvé à diriger une boîte chinoise avec 10 000 personnes dans mon équipe. Donc, j'étais CEO d'une entreprise en Chine. Une expérience très, très différente. Et puis, quand j'ai entendu parler de OneWeb, j'ai voulu rentrer. Et OneWeb, c'est une start-up, mais c'est une start-up d'un domaine un petit peu particulier, le domaine de la space tech, et d'une taille un peu particulière. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parle de chiffres, quand on parle de space tech, on parle de très gros chiffres. Et c'est un domaine qui est technologiquement complexe, avec beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux commerciaux. Excusez-moi. Et on va essayer de voir un petit peu quels sont ces enjeux, comment ça fonctionne, et surtout à quoi ça sert. Alors, voilà, je crois que j'ai le pointeur ici. Vous voyez bien la présentation, vous m'entendez bien? Alors, voilà, si je peux arriver à passer au slide d'après, ça serait bien. Alors, OneWeb, qu'est-ce que c'est? OneWeb, c'est le premier réseau spatial de communication broadband, donc à très forte capacité, qui va permettre de couvrir l'intégralité de la planète et qui va permettre d'apporter l'Internet à tout le monde. Et qui va permettre de fonctionner sous un système qu'on appelle une constellation. Donc, à chaque fois que j'utilise des termes, et vous pensez que les termes vous ne connaissez pas, vous n'hésitez pas à lever la main en disant c'est trop technique ou c'est trop compliqué, j'ai aucun problème pour l'expliquer. Il y a beaucoup d'acronymes, et la plupart des acronymes en plus sont en anglais, donc je vais essayer de faire un effort pour soit les traduire, soit les expliciter. Donc c'est un... Non, il n'y a pas de problème, asseyez-vous. Donc c'est une constellation qui apporte de l'Internet haut débit et qui va permettre de connecter l'intégralité de la planète, à condition bien sûr de pouvoir et d'en avoir envie. Alors, pour expliquer tout de suite une chose, quand vous avez un smartphone, vous ne connectez pas directement au satellite. Parce que c'est une question qu'on m'a posée hier, j'étais dans un forum un peu équivalent hier, on m'a dit, mais donc ça veut dire que où je vais être dans le monde, je vais pouvoir avoir mon smartphone et ça va marcher? Donc la réponse est non. Ce n'est pas des systèmes qui connectent directement le satellite à un smartphone, ça connecte le satellite à une antenne, et l'antenne permet de connecter le smartphone. Et on verra où se met l'antenne, quel type d'antenne on peut avoir, comment ça va marcher. Donc il n'y a pas de risque que vous puissiez partir en vacances et dire j'aimerais bien être tout seul, j'aimerais bien ne pas être connecté. Vous pouvez rester seul et vous pouvez rester non connecté si vous le souhaitez. Parce que ce n'est pas un système qui va connecter tout le monde, c'est un système qui va connecter des antennes. Il faut qu'on ait choisi d'avoir cette antenne pour que ça marche. Alors, excusez-moi. J'ai un petit peu de mal avec le... Voilà. Alors, notre vision, c'est d'apporter Internet partout et pour tous, de façon à ce qu'on puisse apporter un monde où on puisse être connecté. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'imagine, si je demande dans cette salle qui a un smartphone, ou surtout qui n'a pas de smartphone, il n'y a aucun bras qui va se lever. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le globe, il y a à peu près 7 milliards d'habitants, il y a la moitié de la population qui n'est pas connectée à Internet aujourd'hui. Et un autre chiffre qui va vous surprendre, c'est que par rapport à il y a 5 ans, le pourcentage de la population mondiale qui est connectée, contrairement à ce que tout le monde dans cette salle pourrait penser, le pourcentage diminue. Alors, je suis sûr que vous êtes tous persuadés que le pourcentage augmente. Et pourquoi le pourcentage diminue? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans certaines zones du monde, et c'est dans les zones où il y a la croissance démographique la plus forte. Donc même si vous êtes tous connectés, il y a une très forte population qui n'est pas connectée. Donc quand on parle de la moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée, on parle de 3,5 milliards à 4 milliards de personnes non connectées. Alors pourquoi elles ne sont pas connectées? Soit parce qu'il n'y a pas de réseau, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que c'est compliqué, soit parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. C'est une somme des différents facteurs. Ce n'est pas que le fait qu'il n'y ait pas de réseau télécom. Mais il y a plus de la moitié de la population, et ce pourcentage augmente, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et pourquoi c'est important? Parce que on parle de Nantes Digital Week, on parle de digitalisation de l'économie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, c'est de faire en sorte que le maximum de gens puissent contribuer à la révolution digitale, au monde digital. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde. Notre vision, c'est de faire en sorte de le faire partager par le maximum de gens. Et en particulier, on a une mission qui est claire. J'ai un peu du mal avec le... Elle est où là? Là-bas, exactement. Sur la vitre, voilà. Voilà. Excusez-moi. Et on a
un moyen d'y arriver, on a une mission en tant qu'entreprise, on a une vision et on a aussi une mission, c'est de faire en sorte que l'intégralité des écoles de la planète puisse être connectée. Il y a énormément d'écoles dans le monde qui ne sont pas connectées. On parle de centaines de milliers d'écoles non connectées aujourd'hui. On a démarré avec un programme avec un certain nombre d'écoles et on va faire en sorte que notre système puisse connecter le maximum d'écoles. Autre chose qui est également importante dans notre programme, c'est que quand on parle de constellation, on parle donc d'envoyer beaucoup de satellites dans l'espace. Il est très important, quand on envoie beaucoup de satellites dans l'espace, on puisse penser à est-ce que ça va polluer? Est-ce que ça va créer des débris? Est-ce que ça va faire en sorte de rajouter plein de, excusez-moi le terme, plein de saloperies dans l'espace ou pas? Donc il faut envisager que quand on envoie une constellation, il faut aussi prévoir le moyen de terminer la vie des satellites, de ce qu'on appelle les désorbités. Donc on va les désorbiter en fin de vie. En général, un satellite, c'est entre 7 et 8 ans. Et en fin de vie, on désorbite les satellites. Et c'est ce qui permet d'avoir un environnement spatial qui reste propre. Ce n'était pas le cas dans les années 70, ce n'était pas le cas dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'industrie spatiale se rende compte du fait qu'elle était en train de rendre l'espace une véritable poubelle. Et donc il faut maintenant du temps pour prendre conscience et maintenant gérer ce type de problème. Alors, OneWeb, ça devient concret. OneWeb, on a commencé à lancer cette année. On a lancé notre première, on va dire, premier bouquet de satellites. On a lancé 6 satellites. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait OneWeb, à quoi ça sert, et surtout pourquoi on pense qu'il y a une disruption, pour utiliser un mot bien français, qui est en train de se passer avec la Space Tech. Et pourquoi ces constellations arrivent maintenant? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la conjonction de 2 facteurs qui sont arrivés. Il y a des facteurs qui influent sur l'offre et des facteurs qui influent sur la demande. Vous avez une baisse du coût de lancement des satellites. Pourquoi il y a une baisse du coût de lancement des satellites? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde du lancement. Si vous aviez posé la question il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous aviez en gros Ariane, et éventuellement 1 ou 2 lanceurs américains. Et aujourd'hui, vous avez des dizaines de lanceurs. Vous allez dans les salons de lancement, vous avez même des fusées qui sont faites en 3D. Vous avez des petites startups qui sont lancées et qui font des fusées en 3D. Ils font un exemplaire de fusée entièrement en imprimante 3D. Ça va être lancé dans les mois qui viennent. Donc un coût du lancement qui baisse. Une autre chose aussi, c'est que vous avez un coût du satellite qui baisse. Il y a encore quelques années, les satellites, ça faisait à l'unité. Il fallait des années pour fabriquer un satellite. Et le coût unitaire d'un satellite, ça se comptait en centaines de millions de dollars. Là, on est en train de mettre en place un système avec l'aide d'Airbus, qui est notre partenaire, et un système qui va faire en sorte que nos satellites coûtent $1 million pièce. Donc on baisse considérablement le coût du satellite. Et comment on fait ça? On met en place des usines qui fabriquent des satellites. On a ouvert notre usine il y a quelques mois, et on commence à sortir non pas un satellite tous les 2 ans, comme on faisait avant, mais 2 satellites par jour. Donc la conjonction de la baisse du coût du lancement et la baisse du coût des satellites et la fréquence à laquelle on fait le satellite permet de faire des constellations. Et après, du côté de la demande, il y a 2 choses qui sont en train de changer. La première, c'est que la demande de connectivité explose. Il y a de plus en plus d'usages et de plus en plus d'applications. Excusez-moi. Et ensuite, du fait qu'on va être en orbite basse, et je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire, ça permet d'ouvrir au monde du satellite des applications qui n'étaient pas possibles avant. Alors là, il y a un facteur qui est clé, c'est le facteur qu'on appelle de latence. Peut-être tous ont entendu parler de latence, c'est le temps qu'il faut pour que le signal fasse aller-retour avec le réseau. Donc quand vous êtes dans un réseau physique terrestre, vous n'en rendez même pas compte. Vous faites des interactions en permanence. Et quand vous êtes dans l'espace, les satellites qui étaient avant, qui étaient des satellites géostationnaires, ils sont très loin. Vous voyez sur ce slide, ils sont sur la partie droite, enfin pour moi en tout cas, sur la partie droite du slide. Les satellites géostationnaires, qui sont des satellites classiques, étaient à 36 000 km. Donc le signal met beaucoup de temps à avancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs classiques ne peuvent faire qu'un certain nombre d'applications. Dès que vous arrivez proche du globe, comme OneWeb, mais aussi comme d'autres constellations qui sont en train d'être lancées, vous êtes capable de faire d'autres choses. Vous pouvez faire du cloud, vous pouvez faire du cloud gaming, vous pouvez faire des applications professionnelles, vous pouvez faire des interactions permanentes, vous pouvez faire la vidéotéléphonie. Toutes ces choses-là n'étaient pas possibles avec le satellite, maintenant ça devient possible. Et donc ça génère une demande plus forte en termes de connectivité. Alors, quand je vous ai parlé de start-up un petit peu particulière, regardez les chiffres que l'on a et les partenaires qu'on a sur OneWeb. Donc si on est une start-up, parce qu'on n'a pas de revenus, ça fait 5 ans que la société a été créée. Donc c'est la définition même du start-up, c'est d'avoir une activité avant même d'avoir commencé véritablement à faire du chiffre d'affaires. Mais c'est aussi une start-up d'une certaine taille.
On a levé 3,4 milliards avec des partenaires de premier plan. Et donc, il faut être dans un contexte avec des investisseurs qui sont prêts à comprendre l'enjeu, prêts à comprendre le marché, mais qui sont aussi prêts à être patients. Parce que les premiers investisseurs ont démarré il y a 5 ans et on n'aura pas de revenus avant 2 ans. Donc, au total, pour les investisseurs, ça fait 7 ans d'attente sur des montants qui sont considérables. Donc, il faut avoir les reins solides. Donc, qu'est-ce qu'on a comme partenaire? On a des partenaires de premier plan. On a SoftBank, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a Airbus, que j'imagine tout le monde connaît ici. On a des partenaires comme Virgin, des partenaires comme Qualcomm. Donc, des partenaires qui sont à la fois des investisseurs, mais aussi des partenaires technologiques. Tout à l'heure, j'ai mentionné Airbus. C'est eux qui nous aident à construire les satellites. On a monté une usine en commun avec eux à travers une joint venture. Deuxième élément important, on fait une constellation. On va lancer une première phase de satellites avec 650 satellites. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va nous amener quasiment à 2000 satellites. On va être la première constellation opérationnelle autour du globe. Donc, vous entendez probablement des choses qui sont en train de se passer d'un certain nombre de concurrents. Il y en a un qui est très connu, qui est SpaceX, il y en a un autre qui est également très connu, qui est Amazon. Ils vont arriver après nous, on va être les premiers à arriver. Pourquoi c'est important d'être premier? Alors, au-delà du fait que ça fait plaisir à l'ego d'être premier, et que c'est bien dans les communiqués de presse, c'est un autre avantage, c'est si vous regardez la partie d'après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie, ça sert à une chose, mais si vous n'avez pas le spectre pour opérer, ou les bandes de fréquences pour opérer, vous ne pouvez rien faire. Vous avez, en France, vous avez un certain nombre d'opérateurs télécoms, Orange, SFR et d'autres. Ils ont tous des spectres pour pouvoir travailler. Donc un opérateur télécom dans l'espace, c'est la même chose. Il a besoin d'avoir du spectre pour travailler. Et pourquoi c'est important d'être en premier? Parce que les règles de définition du spectre dans l'espace, c'est en gros le premier qui a filé, donc qui a déposé son dossier, le premier qui opère dans l'espace est celui qui a le droit d'utiliser son spectre. Les autres arrivent après, et donc il peut y avoir des risques d'interférence, et c'est à eux de les gérer, c'est plus à nous. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc quand on dit qu'on est premier, au-delà du fait de nous faire plaisir, ça sert aussi à expliquer que ça va nous permettre d'opérer et de fonctionner. Le troisième avantage qui est important, c'est ce dont je vous expliquais tout à l'heure, c'est la latence. Et le quatrième élément, c'est la couverture. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la SpaceX, c'est, donc par définition, c'est dans l'espace, mais jusqu'à aujourd'hui, les satellites, ils étaient envoyés sur certains types d'orbites. Ils sont envoyés sur les orbites qu'on appelle géostationnaires. Donc c'est des orbites qui sont 36 000 km, qui ont un gros avantage, c'est qu'elles sont toujours face au même point du globe. Donc vous en avez un, et donc vous avez, en fait, il bouge, mais il bouge à la même vitesse que la Terre, donc il va toujours arroser la même zone. Une constellation, comme elle est plus basse, elle va bouger. Nos satellites, ils bougent à 27 000 km/h. Donc, qu'est-ce que ça a comme inconvénient, que ça a comme avantage? L'inconvénient, c'est qu'en termes de techno, c'est beaucoup plus complexe d'avoir une constellation parce que vous êtes obligé de pointer les satellites. Vous verrez ça dans la vidéo qui va passer tout à l'heure. Vous êtes en permanence obligé de pointer les satellites, donc ça rend les choses complexes. Par contre, le gros avantage, c'est que aujourd'hui, si vous voulez avoir une connexion et que vous êtes en Alaska, l'Alaska, ça a 2 défauts. Enfin, c'est un pays fantastique. Enfin, c'est un état fantastique, mais ça a 2 défauts. Le premier, c'est que c'est très au nord, et le deuxième, c'est qu'il y a des montagnes. Donc, quand vous êtes très au nord, et vous avez un satellite géostationnaire, l'angle de vision du satellite va être très mauvais, donc votre antenne va être très basse, vous êtes obligé de baisser votre antenne, et donc le deuxième problème, c'est quand vous avez une montagne, ça vous fait un obstacle, et donc vous n'avez pas de signal. Donc le résultat, c'est qu'il est très difficile de servir les zones nordiques avec les satellites existants. Il faut des satellites qui soient au-dessus de la personne qui va le recevoir. Donc une constellation comme la nôtre, elle passe au-dessus. Il y en a d'autres qui passent au-dessus. Mais nous, la première constellation qui va passer au-dessus, donc qui va permettre d'avoir un angle de vision important. Donc une constellation, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de techno, d'être capable d'envoyer des satellites, d'être capable de gérer une constellation avec 150 satellites, du spectre, davantage sur les usages et davantage sur la façon dont ça va être opéré, la façon dont ça va fonctionner. Alors, si on peut passer la vidéo, ça va vous permettre d'expliquer un peu en détail. Alors je suis désolé parce que la vidéo va très vite. Elle est en anglais également, elle va très vite. Donc essayez de bien voir. Je pense que je ne sais pas très bien à quelle taille va être l'image, mais ça vous donne une bonne idée de comment le système fonctionne. Vous arrivez à lancer la vidéo ? Elle arrive, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, la vidéo a disparu. Est-ce qu'on attend que la vidéo arrive? Est-ce que vous avez des questions? Oh, bah non.
Il y a du son également en principe sur cette vidéo. The following animation shows components. En attendant, est-ce qu'il y a des questions ou des choses qui n'ont pas été claires? Oui? C'est une très bonne question, mais ça c'est la deuxième partie de la présentation. Mais j'y arrive dans 5 minutes. Dès qu'on a fait la vidéo, c'est le sujet qu'on va aborder. Donc là, il y a le son et pas l'image. Voilà. The following animation shows components of the OneWeb system design. Unlike geostationary satellites that operate at an altitude of 36,000 kilometers, the OneWeb system operates at 1,200 kilometers, resulting in significantly lower latency and better system performance. Our system will provide full global coverage, which is shown here. The gateways are shown here in red. The teardrops moving around illustrate the OneWeb satellites in orbit, which will communicate with the gateway infrastructure for connection to the internet. End users will connect to the satellites via OneWeb user terminals. As satellites pass over users, the terminals, represented here by a white dot, will hand off connections between beams and then to the next approaching satellite. The resulting connection and connectivity will provide high-speed access as shown in the download simulation here. Bon, c'est un peu court, j'espère que vous avez compris le principe. Le principe est assez simple, vous avez des satellites qui tournent en orbite, ce qu'on appelle en planes en anglais, donc comme des avions de satellites qui se suivent. Au sol, vous suivez les satellites, et ensuite le satellite redescend le signal vers des gateways, donc des stations de réception du satellite. C'est ce que vous aviez en rouge sur la vidéo. Donc je vais accélérer un peu, parce que ça fait longtemps que je parle, et je vais essayer de ne pas prendre tout le temps de parole. Donc, voilà, alors ça c'est juste pour vous. Voilà, on va y arriver. Donc ça c'est un slide fixe pour vous expliquer ce que vous venez de voir avec la vidéo. Vous avez la constellation donc, qui tourne autour du globe. Vous avez ces antennes au sol qui font un aller-retour avec la constellation. Et après la constellation elle-même, elle redescend vers des gateways. Donc des gateways, c'est des stations qui sont au sol. Pour donner un peu une idée de ce à quoi ressemble une station au sol, c'est ça une station au sol. Ça c'est une photo qui a été prise en Norvège, dans les îles Svalbard. Et donc il y a, en l'occurrence là, il y a 28 boules comme ça. Et les stations, on en a 40. Donc le globe terrestre est couvert avec une quarantaine de stations comme ça pour recevoir l'intégralité du signal de l'ensemble des satellites. Et si on rajoute des satellites, il faut rajouter des antennes au sol. Voilà, donc je vais aller très vite pour aller à la conclusion. Là, vous avez ici une animation qui vous montre comment le service va être déployé. Donc quelles sont les zones qui vont être couvertes avec la date. Et vous voyez en bas la légende, en fait la couverture va très vite, parce qu'elle dépend du déploiement des gateways et du déploiement des satellites. Donc on essaie de coordonner les deux au maximum. Et progressivement, on couvre l'intégralité de la planète. Mais ce n'est pas un sujet évident. Et après, il y a un autre sujet qui vient en plus de celui-là, c'est qu'il faut avoir le droit d'opérer dans l'ensemble de ces pays. Donc une grosse partie de notre job, c'est d'obtenir l'autorisation de 220 pays pour avoir le droit d'opérer. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres, et je vous laisse deviner quels sont ceux qui sont plus difficiles. Ok, bon là je vais passer assez vite, c'est pour montrer que c'est quelque chose de concret, c'est un projet industriel concret. Oui. Alors c'est une très bonne question. Un pays n'est pas propriétaire de ce qui se passe au-dessus de lui. Par contre, un pays doit vous donner l'autorisation d'opérer dans le pays. Donc il y a des pays comme l'Europe qui a ce qu'on appelle un Open Sky Policy, donc il y a une politique de ciel ouvert.
Donc il suffit juste de remplir un papier pour vous donner l'autorisation. Il n'y a pas de raison de vous empêcher de le faire. Par contre, il y a des pays qui sont très complexes, et je vous laisse deviner lesquels, sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'autorisation. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Et le spectre, c'est un bien commun, mais en l'occurrence dans l'espace, un bien commun qui est partagé par l'ensemble de la planète. Et là, il y a des forums qui sont gérés par un organisme qui s'appelle l'ITU, et qui définit, un petit peu comme les Jeux Olympiques, comment les choses vont se faire. C'est tous les 4 ans, un pays, une voix, et définit les règles d'utilisation du spectre à l'intérieur de ce forum. Oui. 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 Alors c'est une excellente question, parce que il y a 2 éléments dans ces questions. La première, c'est que il y a beaucoup de pays qui ont déjà leur satellite géo, et ils ont peur qu'avec notre constellation qui passe en dessous, on crée des interférences. Donc une grosse partie de notre boulot, c'est de leur expliquer que ça ne va pas créer d'interférences. Et comment on fait pour ne pas créer d'interférences? On a inventé une technologie qui s'appelle Progressive Pitch, qui fait qu'en sorte qu'au moment où le satellite va passer sous le faisceau du satellite géostationnaire, le satellite pivote, s'arrête, passe dans la zone d'émission, se repivote et redémarre après. Et comment on fait pour couvrir dans la zone en question? Eh bien, nos satellites changent l'angle dans lequel ils envoient leur signal, et ça permet de couvrir en biais, de façon à ne pas créer d'interférence avec ce qui vient du satellite géostationnaire. Donc c'est un peu complexe. Sauf qu'il faut faire ça en permanence, avec 650 satellites sur l'ensemble du globe, 24 heures sur 24. Oui. Enfin là, ouais, presque j'allais faire ça, mais c'est un peu la lumière qui m'arrive dessus. Tout est entièrement électrique. Donc vous avez les satellites, il y a des moments où ils émettent, donc ils se déchargent, il y a des moments où ils se rechargent, et je suis en train de perdre la batterie, il y a des moments où ils se rechargent au travers de l'énergie solaire. Il reste 1 minute, donc je vais terminer sur la dernière minute. Et donc la question qui était comment on fait le pricing, le pricing dépend du type d'application que l'on a avec notre service. Donc on peut avoir des applications aériennes, des applications maritimes, des applications de défense ou des applications liées aux entreprises. Et donc la tarification et ce qu'on vend va dépendre de ceux à qui on vend et de l'endroit ou de la géographie, de l'environnement concurrentiel de ces différents marchés. Ce qui est très important de comprendre, c'est que notre système couvre en particulier les océans, qui a beaucoup de capacité au-dessus des océans. Donc nous, on a un vrai focus pour les avions et pour les bateaux. Et donc il faut que ça marche. Il y a beaucoup d'avions qui ne sont pas connectés. Donc nos objectifs, c'est en particulier de connecter les avions. Et là, il y a un pricing particulier qui dépend aussi, évidemment, du coût des antennes. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. C'était un peu court. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent d'un peu partout. Je ne sais pas si je peux y répondre encore. Vous aurez le temps juste après de les poser. Parce qu'il y aura alors attendez après pour y poser. Donc voilà, en tout cas, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est une introduction sur ce que c'est et le côté à la fois techno, réglementaire et les enjeux commerciaux. Voilà. Bravo, merci à vous.